Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! Ce mois-ci sur Le Tilt, c'est le mois spécial IA et travail. Une série de 4 épisodes dédiés à une question devenue incontournable. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle change vraiment au travail ? Et pour ce dernier épisode de la série, j'avais envie de poser une question un peu plus brutale, mais vraiment centrale dans la bascule que nous sommes en train de vivre. C'est celle-ci. Allons-nous tous devenir bêtes avec l'IA ? Alors, c'est vrai que, posée comme ça, la question peut faire sourire, mais pourtant, la machine nous remplace déjà pour de nombreuses tâches, comme calculer, rédiger, analyser, faire des liens, structurer une pensée, et beaucoup d'autres. Et nous, en tant qu'humains, presque mécaniquement, on se repose davantage sur elle. Et donc l'impact de ça, c'est que ça diminue notre effort cognitif. En me renseignant sur cette question, j'ai découvert un nouveau mot, c'est celui du work slop. Le work slop, ça désigne en fait le travail bâclé. Vous savez, celui qu'on produit avec l'IA, qu'on ne vérifie pas en profondeur et puis qu'on envoie comme ça dans le grand bain comme si de rien n'était. Et en fait, derrière ce symptôme-là, c'est vraiment quelque chose de plus profond qui se joue. C'est la modification de notre manière d'utiliser notre cerveau qui est en jeu. Alors pour explorer cette question, j'ai invité Jérémy Lopez à mon micro. Jérémy est analyste en tendance et prospective et ses travaux portent notamment sur les transformations du travail et les effets culturels, cognitifs et organisationnels des technologies que nous intégrons actuellement dans les organisations et dans le travail. C'est une discussion dense, parfois un peu vertigineuse sur certains sujets, pour comprendre ce que l'IA est en train de faire à notre manière de penser. Et puis aussi, on explore ce qu'on peut encore choisir d'en faire en fait de cette technologie. Voilà, cet épisode, c'est aussi une invitation à reprendre un papier et un stylo quand c'est nécessaire et à réfléchir par soi-même. C'est pas très tech, mais vous allez le comprendre, c'est un très beau cadeau à se faire. Cet épisode du Tilt est sponsorisé et réalisé en partenariat avec Manpower Group Talent Solutions, qui accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises et les talents face aux grandes mutations du marché de l'emploi. Dans un contexte où l'IA redessine les compétences, les organisations et les modèles de création de valeur, il me semblait cohérent de m'associer à un acteur qui travaille précisément à éclairer ces évolutions avec méthode et données fiables. Merci à eux pour leur soutien dans cette série IA et travail. Je vous souhaite une bonne écoute de ma conversation avec Jérémy Lopez. Bonjour Jérémy. Bonjour Léa. Bienvenue sur Le Tilt. Merci. Je suis ravie de te recevoir à mon micro ce matin. Ensemble, on va traiter d'une question brûlante sur l'intelligence artificielle et son impact sur nos capacités cognitives, nos capacités intellectuelles. La question que j'avais envie de te poser aujourd'hui, c'est est-ce que, avec l'IA, on va toutes et tous devenir bêtes ? Alors, grande question, sachant que ces derniers mois, il y a une grande promesse qui est arrivée avec l'IA, c'est celle d'un immense gain de productivité. Voilà, l'IA, on l'a vu, elle nous permet d'écrire, d'analyser, de croiser des données, de coder, sûrement plein d'autres choses qu'on va creuser ensemble ce matin. Mais en fait, sous cette efficacité-là, à mon sens, il y a quand même une grosse question un peu dérangeante qu'on commence à décortiquer, c'est en fait,
qu'est-ce que deviennent nos capacités cognitives en fait, si la machine, elle commence à tout faire à notre place. Donc voilà, je voulais qu'on creuse ensemble ce matin des sujets autour de la baisse de la qualité du travail liée à l'IA. Qu'est-ce qui se passe quand on externalise la réflexion? Est-ce qu'il y a des risques en fait pour notre cerveau à nous en tant qu'humains? Et puis on parle de révolution d'outils, mais en fait c'est toute notre manière de penser et de structurer la manière dont on travaille et dont est fait notre cerveau qui en fait est en jeu. Donc je te propose qu'on aille regarder tous ces sujets ensemble ce matin. Mais avant de rentrer dans toutes ces questions, est-ce que tu peux te présenter, Jérémy, s'il te plaît, sans parler de ton travail? Ouais, bien sûr. Jérémy Lopez, j'ai 40 ans, je vis entre la France et l'Espagne. Alors, sans parler de travail, des choses qui m'animent ou qui m'occupent au quotidien, je dirais le sport. Je fais beaucoup de trail, randonnée. J'aime beaucoup la montagne, courir aussi, tout simplement. Et je lis beaucoup. Alors, pas trop de romans, plutôt des essais, avec beaucoup de philo, de sociaux, bref, tout ce qui bouge et tout ce qui nous permet de comprendre un petit peu mieux le monde, finalement. Et alors, quel est ton rapport intime au travail? Alors, mon rapport au travail, je dirais qu'il est plutôt fil rouge, parce qu'en fait, comme du coup, je suis analyste en tendance et prospective, forcément, en fait, mon travail, il est marqué par l'actualité, et l'actualité bouge beaucoup, surtout en ce moment où on a très vite une actualité qui en chasse une autre. Donc, je dirais que j'ai un rapport fil rouge au travail. J'ai pas vraiment d'horaire à proprement parler. En revanche, ce que je fais pour quand même couper au quotidien, c'est m'isoler. En général, c'est vrai que 2 à 3 fois par an, je suis en mode cabane dans les bois et digital detox pour rompre un petit peu avec le flux permanent d'infos. Alors Jérémy, quand on s'est eu en call la première fois et que je t'ai dit j'aimerais bien t'interviewer sur cette question, tu m'as dit écoute, ta question, la première chose qu'elle m'évoque, c'est la notion de work slop. Alors moi, je n'avais jamais entendu cette notion-là. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le work slop? Ouais, bien sûr. Alors le work slop, c'est un terme qui est apparu très fortement dans l'actualité au quatrième trimestre de l'année dernière. En fait, ça faisait suite à une étude qui avait été menée par Stanford et qui avait été publiée ensuite sur Harvard Business Review. Et le terme, en fait, a beaucoup circulé. Qu'est-ce qu'on met derrière concrètement? Le work slop, on pourrait le traduire par du travail bâclé, en fait. Certains utilisent même le terme de bouillie numérique. Pour faire simple, c'est quand on produit et on diffuse en fait du contenu de faible qualité qui est généré par l'IA, mais surtout qui n'a jamais eu, à aucun moment dans le process, une relecture humaine. Donc ça peut être l'email que vous balancez rapidement, voilà, généré par l'IA et vous n'avez même pas regardé le contenu, vous dites qu'en gros ça passe. Mais ça peut être aussi des rapports, des présentations, bref, toute forme en fait de travail généré par l'IA et sans vérification humaine. Et derrière ce terme, du coup, ce que l'on constate, c'est il y a déjà une première tension en fait dans le travail, c'est-à-dire qu'on a l'impression quand on envoie ce work slop, en tout cas ce contenu généré par l'IA, qu'on a gagné du temps, parce qu'on est allé hyper vite en fait quand on a communiqué cet email ou ce rapport. Mais en fait, on se rend compte maintenant qu'il y a un effet contre-productif. Parce que comme tu peux l'imaginer, si je te balance un mail ou un rapport que j'ai pas vérifié moi-même, il va falloir que tu passes du temps en fait à vérifier les infos. Tu vas peut-être voir qu'il y a des approximations, des choses qui sont incorrectes. Donc euh, donc ça va te faire perdre du temps finalement, alors qu'on était dans une logique plutôt de productivité au niveau de l'intention initiale. Et cette enquête qui avait été publiée du quatrième trimestre de l'année dernière révélait que 40% des Américains avaient déjà reçu du work slop de la part de leurs collègues de travail. Donc on était déjà à près d'un salarié sur deux. Waouh. Mais après, je pense que, c'est une question que tous nos auditeurs et nos auditrices peuvent se poser aujourd'hui. C'est est-ce que j'en ai déjà envoyé ou est-ce que j'en ai déjà reçu?
À ton avis, pourquoi ce work slump-là, c'est un des premiers symptômes de la baisse de la qualité du travail et puis aussi des relations qu'on peut avoir dans l'organisation avec les collègues, les managers, les gens qui nous entourent? Je pense que ça parle de lui-même, c'est-à-dire que si on se dit qu'on veut très vite évacuer le travail et pour finir à l'heure ou pourquoi pas finir un peu plus tôt ou aller faire son footing ou récupérer ses enfants, bah, on a la tentation en fait à chaque fois de se décharger de ce travail. En revanche, il y a un point qui me semble important, c'est-à-dire que le work slump, je l'associe pas directement en fait à l'IA, sinon à nos comportements, nous en tant qu'humains. C'est-à-dire que c'est notre devoir quand même de vérifier que ce que l'on envoie au destinataire final, en fait, soit un contenu qui soit de qualité. En revanche, en tant qu'humain, on sait qu'on a cette tentation en fait d'aller vite, d'utiliser son cerveau le moins possible, hein. C'est notamment ce qui avait été théorisé comme le système 1, système 2. C'est-à-dire qu'on aime aller très vite et pas utiliser son cerveau en fait pour préserver son énergie. Donc je pense que c'est une tentation humaine que l'on a et contre laquelle en fait il faut lutter nous en tant qu'humains avant de blâmer l'outil finalement. Ouais, en fait, c'est une forme d'éthique aussi qu'on doit renforcer à l'ère de l'IA en tant qu'individu. C'est de se dire, ben, j'ai besoin de faire cet effort pour assurer une forme de qualité de travail. Et Ronnie, dans l'épisode 2 du mois IA et travail sur le tilt, le disait qu'une des compétences qu'il allait falloir renforcer, c'est cette capacité à utiliser son cerveau de manière éthique avant d'utiliser la machine, en fait. Ouais, très clairement. Et je pense que c'est qu'il a tout à fait raison. C'est-à-dire que il faut savoir utiliser, penser par soi-même en amont. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais aussi en aval. C'est-à-dire se dire que bah non, une machine en fait c'est pas 100% fiable. Et par respect pour son interlocuteur ou interlocutrice finale, vérifier les informations, c'est vraiment un minimum. Et on voit que ce work slope, en fait, ça va encore quand c'est des usages internes. C'est-à-dire que c'est pas très agréable, en fait, de repasser derrière un email, de se dire, bon, bah, quelqu'un l'a fait en 30 minutes avec un prompt peut-être approximatif. Et du coup, je reçois ça. Mais le vrai problème, c'est quand bah, on commence à produire des rapports qui sont payés plusieurs centaines de milliers de dollars, voire plus d'un million de dollars, et qui sont publiés. Et ça, c'est ce qui s'est passé notamment au quatrième trimestre de l'année 2024, encore une fois. On avait Deloitte en Australie qui avait fait en fait tout un rapport commandé par le gouvernement qui avait été fait en fait par l'IA. Le problème, c'est que à la réception du rapport, ils ont vu beaucoup d'incohérences et du coup, Deloitte a dû rembourser finalement cette prestation. Et ils ont fait la même chose sur un contrat encore plus gros, encore Deloitte. Alors désolé hein, pour eux, il doit y avoir d'autres exemples. Mais au Canada, du coup, il y a eu la même histoire avec des citations qui étaient fictives, des rapports qui avaient été inventés par l'IA, etc. Et, euh, et voilà, et ce rapport qui avait été payé 1,1 million de dollars. En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on se rend compte que ça vient toucher, entre guillemets, toutes les couches du travail. La relation, la communication entre les gens, mais aussi le fond du travail en lui-même, c'est-à-dire les produits et les services que une entreprise ou un individu peut acheter, bah, en fait, se retrouve confronté au work slump, quoi. C'est vraiment toutes les strates du travail qui est impactée. Ouais, exactement. Mais en fait, de façon très simple, il faut savoir ce que l'on fait dans une entreprise. donc, c'est vraiment une éthique personnelle. Et encore une fois, dans mon cas, je blâme pas l'outil, je blâme pas l'IA. C'est pas l'outil qui nous rend bêtes. C'est plutôt notre tentation, en fait, en tant qu'humain, qui peut impacter en effet nos relations d'entreprise, la qualité du travail, etc. Et alors, quelle fonction cognitive l'IA est-elle en train de remplacer ou alors de transformer? Je pense qu'elle peut altérer différentes capacités cognitives, pour ne pas dire toutes. Mais encore une fois, ça va dépendre de notre usage. Déjà, une des capacités cognitives, c'est la perception. L'IA, elle peut impacter en fait notre perception de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai. Euh,
il y a une étude qui a été récemment réalisée, elle date de la semaine dernière. En France, on voit que 90% des personnes n'arrivent pas en fait à distinguer le vrai du faux. Donc bien entendu, ça intègre les deepfakes, donc tout ce qui va être de l'ordre des vidéos, mais aussi une recommandation, une information qui est produite par l'IA et qui est erronée. Donc déjà sur la perception, l'IA nous donne l'illusion que quelque chose est vrai, alors que ce n'est pas forcément le cas. Je pense qu'on peut continuer sur d'autres choses. Notre capacité d'attention aussi, qui est une fonction cognitive. Mais ça, c'était déjà le cas avec les réseaux sociaux, notamment les logiques de feed, où on perdait en fait en temps d'attention. Il y a beaucoup d'experts et d'expertes qui ont averti de ce phénomène. Bien entendu, ça impacte la mémoire, parce qu'on est tenté en fait de faire ce que l'on appelle une décharge cognitive, c'est-à-dire que plutôt que de me souvenir en fait d'un fait, d'une actualité ou d'un rapport que j'ai travaillé en entreprise, eh ben j'aurais plus vite fait en fait de tout uploader sur un système et de l'interroger en fait avec l'IA pour ne pas faire appel à ma mémoire. Euh, et peut-être un fait un peu plus surprenant, c'est j'ai vu récemment, enfin en mars 2026, il y a une étude qui a été publiée et qui explique que l'IA impacte également en fait notre langage. Il y a une étude qui a été menée en fait sur plusieurs années, donc depuis 2022, sur la richesse du langage humain sur les contenus publiés en ligne. Et en fait, cette étude, elle nous explique, enfin, elle démontre que notre langage, il tente à se lisser et qu'on tente à imiter, nous, en tant qu'humains, le langage de la machine. C'est-à-dire qu'on l'utilise tellement qu'en fait, on est en train de lisser l'ensemble de nos façons de parler, de nous exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Alors, dans le cadre de cette étude, c'est à l'écrit. C'est vertigineux Ouais. de se dire que finalement, nous, en tant qu'humains, on est en train d'adapter notre manière de parler, d'échanger au niveau de la machine, quoi, vers le Mm. bas, finalement. Je pense qu'on a toutes et tous déjà lu sur LinkedIn ou sur les réseaux des structures de texte qui sont écrites de la même manière, avec la même découpage de phrases, la même tonalité. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être embarqué dans une forme d'uniformisation des textes, de la pensée en fait. Et du coup, ça fait le lien avec une autre question que j'avais pour toi, Jérémy, aujourd'hui, c'est autour de la dette cognitive. Tu as une newsletter qui s'appelle le Chorographe, Mhm. que j'ai découvert récemment et qui est vraiment très riche. Et au travers de ce travail que tu as fait, tu soulignais le travail de certains chercheurs qui justement alertaient sur cette possible atrophie de la pensée. Si on délègue trop d'efforts intellectuels, dont tout ce que tu soulignais juste avant, aux machines. Et il y a un exemple dans ton travail où tu mentionnais une étude du MIT Media Lab de 2025 qui a montré une baisse de l'activité neuronale liée à l'attention chez des participants utilisant ChatGPT pour écrire, notamment. C'est quoi la dette cognitive? La dette cognitive, pour faire simple, c'est plus vous acceptez en fait de vous reposer sur des outils pour ne pas faire par vous-même, et plus vous perdez en fait en autonomie. Je vais faire un parallèle, moi que j'aime bien. Il y a un coach sportif qui s'appelle Ido Portal et qui a fondé en fait ce qu'il appelle la culture du mouvement. C'est-à-dire il a une obsession, c'est de se dire qu'aujourd'hui, en fait, en étant assis, en étant dans nos modes de vie en fait contemporains qui sont plutôt très confortables, on a perdu en fait une grande partie de notre capacité en fait à bouger, à nous déplacer, et on a perdu en fait tout contact avec qui nous sommes réellement en tant qu'humains. Et en fait, il explique une chose, c'est qu'il dit aujourd'hui, les personnes, en fait, ont des super chaussures. On a ces chaussures super rembourrées, renforcées, etc. Mais personne aujourd'hui ne sait poser correctement le pied. Et en fait, il synthétise cette idée en disant, bah, high-tech shoes, low-tech fit. Plus la technologie en fait est forte, et moins
l'humain, en fait, le pied, en fait, est bon. Donc, en fait, on ne sait plus faire. La technique, en fait, remplace un savoir-faire que l'on pourrait avoir, nous, naturellement. Et c'est exactement ce qui pourrait, en fait, se passer avec l'IA. C'est-à-dire que si j'accepte voilà, de m'appuyer trop fortement sur la technologie, on sait mathématiquement que je vais perdre en capacité de réflexion, en fait, par moi-même. Et donc, je vais, en quelque sorte, m'atrophier et donc ramollir, finalement, ce cerveau qui est un organe qui peut être extrêmement dynamique et compétent. Mais alors du coup, je trouve qu'il y a une forme d'ambivalence du coup dans l'entreprise, dans le sens où là, ce qu'on dit, c'est que il faut une éthique, il faut des ressources à mettre en mouvement pour continuer à travailler, faire du travail de qualité. Et puis en même temps, les entreprises, on l'a vu dans l'épisode 3 avec Sandrine Sareva du mois IA et Travail, elles sont en train d'implémenter l'IA à grande échelle dans les organisations. Et donc du coup, à la fois, l'organisation a besoin de préserver les capacités cognitives, l'intelligence, la force de travail de ses collaborateurs, et en même temps, elle demande d'implémenter ces outils. Où est-ce qu'on se situe, du coup, dans cette espèce d'injonction contradictoire dans les organisations aujourd'hui? En effet, il y a une contradiction, mais je pense qu'elle est liée au fait qu'il faut éviter en fait de diaboliser. On aime bien les discours binaires, c'est-à-dire avec IA ou sans IA, les anti et les pros et tout le monde qui tire en fait très fortement dans son sens. Et c'est un peu stérile en fait dans le débat. Dans l'actualité, un signal intéressant que j'ai vu, c'est le modèle de la Maïf. Je sais plus dans quel média il était interrogé, mais il y avait le DGA de la Maïf qui expliquait en fait comment fonctionnait l'intégration de l'IA dans son entreprise. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est qu'il refusait de donner accès aux outils d'IA aux jeunes entrants dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que justement, chez la Maïf, ils veulent éviter en fait cette atrophie cognitive. C'est-à-dire que les juniors qui arrivent dans une entreprise doivent d'abord acquérir les compétences par eux-mêmes et ensuite avoir accès aux outils d'IA pour être en mesure de les challenger et, euh, et voilà, mais être sûr en tout cas que ces personnes ont acquis les compétences dans un premier temps. Et ça, je pense que c'est une première brique qui est intéressante. Je ne sais pas si c'est le bon modèle à suivre. En tout cas, c'est un modèle qui nous montre que, un, apprend les compétences clés, et deux, augmente ton travail avec l'IA. C'est un cheminement qui est assez logique et que j'ai trouvé intéressant. De la même façon, je pense qu'il ne faut pas diaboliser l'IA dans l'entreprise ou même au-delà. C'est-à-dire que l'IA, ça peut être un outil extrêmement puissant en fait pour acquérir des compétences. Et on le voit très bien dans le domaine de l'éducation, par exemple, où l'IA a des résultats, enfin permet d'avoir de meilleurs résultats scolaires. Là, vous avez beaucoup d'études qui ont été menées, mais le tutoring avec l'IA, donc c'est-à-dire l'idée de parcours personnalisé en fonction des profils, ça obtient des résultats qui sont supérieurs. Donc on voit ici que l'IA, en fait, ça peut être aussi un outil au service des compétences. De la même façon, en Asie, il me semble que c'est en Chine, où vous avez Squirrel AI qui cartonne et qui permet aux étudiants et aux étudiantes d'obtenir de meilleures notes grâce à des parcours personnalisés. Donc on voit ici que l'IA, elle joue un rôle vraiment de personnalisation et d'accompagnement qui prouve qu'elle est capable en fait de faire progresser du point de vue des compétences. Donc encore une fois, un peu de nuance, c'est pas tout blanc Ouais. ou tout noir. Et alors du coup, ça m'amène à une question sur la nature du travail. On disait tout à l'heure que il y avait le langage, les capacités de calcul, d'écriture, croiser des gros volumes de données que l'humain aurait du mal à faire, etc. Si on délègue tout ou partie de ces compétences-là et de ce travail-là à la machine, est-ce que on se dirige vers une forme d'appauvrissement du travail et quelque chose qui ressemblerait plutôt à un contrôleur d'algorithme ou alors on a parlé plusieurs fois sur le tilt de manager d'agent IA. Est-ce que ça va ressembler à ça le travail? Alors c'est une grande question.
difficile à dire. Encore une fois, je pense que la réponse, elle est plutôt dans le facteur humain, encore une fois. Aujourd'hui, ce que l'on voit principalement, et ce que je trouve inquiétant, c'est que l'utilisation de l'IA en entreprise, elle est uniquement appliquée à une chose, c'est la productivité. C'est le seul argument, un peu bête et méchant, de se dire, en fait, avec l'IA, maintenant, on va faire plus rapidement, pour moins cher. Et je pense que en fait, cette directive, finalement, qui est fausse et qui fausse tout le débat. Alors en effet, si on garde uniquement cet objectif comme horizon, bah, ça fait du travail en fait qui est pas intéressant. Pourquoi? Parce que on transforme finalement une activité qui était potentiellement intellectuelle, qui était potentiellement créative, en une unité pardon de productivité. C'est-à-dire, on fait du tout quantifiable. On le voit notamment dans le marché des agences publicitaires, où on cherche à faire en fait des créations plus vite, moins cher, at scale comme ils disent, c'est-à-dire à l'échelle et inonder le marché. Bah là, en effet, bah ouais, c'est un appauvrissement du travail. On se retrouve à vérifier en fait si l'IA a effectivement pas fait d'erreur. Donc c'est un travail de vérification finalement de la machine. Donc on rentre dans quelque chose qui est très très pauvre intellectuellement et dans l'enrichissement et la quête de sens en fait que l'on cherche tous et toutes dans le travail. Et le signal inquiétant qui nous montre que l'on va vers de plus en plus de productivité. Euh, Aux États-Unis, on commence à voir des personnalités de la tech qui mesurent en fait leur activité quotidienne en fonction du nombre de tokens utilisés. Donc les jetons IA, c'est-à-dire est-ce que j'ai utilisé en fait l'ensemble des jetons IA aujourd'hui? Est-ce que j'ai bien travaillé? Ça devient une métrique, finalement un outil de mesure qui, à mes yeux, ne fait pas beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'on peut produire beaucoup, on peut produire mal, on peut faire tourner une machine pendant des heures. C'est pas pour ça en fait que l'on s'est réalisé individuellement et qu'on a créé de la valeur économique. Et en effet, donc je te rejoins. Dans ce scénario-là, ce serait un appauvrissement, ouais, pur et dur du travail. D'autant plus qu'il faut pas oublier qu'en France, on est les avant-derniers au niveau européen du niveau d'engagement au travail. Il faut savoir qu'on est 36e sur 38. Aïe. Ouais. C'est le baromètre Gallup qui est publié chaque année. Voilà, donc on a déjà un niveau d'engagement qui est faible au niveau du travail. Alors si en plus on fait que de la productivité et bah voilà, on détruit finalement le peu de sens ou le peu d'engagement qu'il y avait au travail, je pense qu'on va droit dans le mur. Si on regarde que le KPI, entre guillemets, productivité, effectivement, ça risque d'être appauvri. Mais juste avant, tu nous disais aussi, bah, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour de la pédagogie, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres KPI où l'IA peut être un peu plus vertueux dans l'entreprise? Alors on en voit peu. Euh, Très sincèrement, enfin, je fais beaucoup de conférences sur les stratégies d'entreprise, etc. Enfin, vraiment, la ligne d'horizon, c'est la productivité. Ce en quoi je crois beaucoup, euh, c'est comment on réinvestit en fait le temps libéré. C'est-à-dire que si on part du postulat qu'en effet l'IA permet de faire plus vite avec une qualité équivalente, très bien. Mais en fait, où va être réinvesti ce temps? Je trouverais intéressant en fait que les organisations se posent la question de se dire bah si j'arrive en fait à faire la même charge de travail en créant la même valeur économique en 2 fois moins de temps, je réinvestis peut-être sur mes plans RSE, sur ma R&D, sur la qualité de vie au travail, etc. En tout cas, je trouvais intéressant d'avoir un KPI qui serait plus aspirationnel en fait et qui permettrait de recréer du sens. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce que je lis et ce que je vois principalement dans les signaux, c'est plutôt de la productivité extrême en fait, et Mhm. très peu de questionnement en fait sur le réinvestissement de ce temps.
La question de la quête de sens dans ce bouleversement-là qu'on est en train de vivre, je trouve qu'elle est vraiment centrale. Moi, j'ai une partie de mon activité où j'accompagne des gens en entreprise ou des gens qui font eux-mêmes la démarche pour faire évoluer leur vie professionnelle. La question de l'IA est au cœur du sujet. En ce moment, elle revient beaucoup parce que je reçois des gens qui ont déjà constaté que 30, 35, parfois 50% de leur travail a été automatisé. Comment est-ce qu'on peut avoir des carrières choisies et non des changements subis là dans les bouleversements qui vont arriver, et comment est-ce qu'on peut trouver du sens. Et je fais le lien avec ce qu'on disait avec Flavien dans l'épisode 1 de la série IA et Travail, où la question, à mon sens, c'est aussi où est-ce que l'humain peut aller proposer quelque chose que la machine ne pourra pas à terme, quoi. C'est quoi les interstices où ça va faire sens pour nous en tant qu'individus, et qui vont rester un besoin, une valeur ajoutée dans nos vies actuelles, en fait. Ouais, exactement. Bah, je pense que c'est en effet la question qui est centrale. Si on tire le fil encore plus loin, donc il y a des scénarios futurs en fait dans lesquels on explique que l'IA pourrait nous remplacer et les entreprises pourraient tourner à peu près seules. Bon, c'est un scénario qui est contestable, mais si cela devait se produire, il y a des scénarios qui nous expliquent qu'on aurait un revenu de base universel, donc c'est-à-dire que toutes les personnes seraient payées au même prix et recevraient du coup un salaire sans rien faire. Pour conserver en fait une activité humaine et pour que la société en fait puisse fonctionner, ces scénarios expliquent également qu'il faudrait mesurer en fait la valeur de contribution à une communauté. C'est-à-dire, est-ce que vous aidez au recyclage dans votre quartier? Est-ce que vous vous impliquez dans des associations? Est-ce que vous faites de la promotion, pourquoi pas culturelle ou d'activités artistiques? Bref, on se repositionnerait vers des indicateurs qui seraient plus proches du bien-être, de la cohésion sociale, du vivre ensemble, plutôt que sur des seuls indicateurs économiques. Et je trouve ça inspirant pour l'entreprise également de se dire, voilà, encore une fois, si l'IA nous libère du temps, est-ce que je peux pas réinvestir en fait mes compétences là où ne peut pas aller la machine, c'est-à-dire du lien social, c'est-à-dire pourquoi pas de la protection de l'environnement, de l'amélioration de l'habitat, de la solidarité, de la formation, pourquoi pas de pair à pair. C'est toutes ces questions qui me semblent intéressantes, mais qui sont encore une fois lointaines, mais qui peuvent nous inspirer aujourd'hui. Qui sont lointaines et puis qui sont extrêmement politiques. Oui, clairement. Et qui du coup amènent aussi, j'imagine, énormément de questions de pouvoir aussi sous-jacentes. Alors, en lisant ta newsletter et puis en lisant d'autres choses autour de ces sujets-là, j'ai découvert tout un nouveau jargon avec des termes que je n'avais jamais lus ailleurs et avant. J'ai notamment découvert le brain rot, le brain fry, le psychophancy. Voilà, c'est tout un panel de nouveaux concepts qui viennent décrire des dérives possibles de l'IA. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont ces notions et puis peut-être ce qu'elles traduisent de notre rapport à l'IA et de l'influence de la machine, en fait? Je vais commencer par le brain rot. Brain rot, alors c'est pas forcément lié à l'IA, même si c'est amplifié, ça peut être amplifié en fait par l'IA. Mais c'est cette idée en fait que l'on consomme en fait tellement de contenu, hein, notamment via les feeds des réseaux sociaux, qu'on arrive à la fin de la journée, on sait à peine qui on est, on a déconnecté notre cerveau, on n'a aucune connexion, on s'est abruti en fait. Donc c'est véritablement le cerveau qui se casse. Le problème, c'est que ça, en fait, ça a été pensé. C'est-à-dire que le design des feeds des réseaux sociaux, ça nous vient d'une discipline qui s'appelle la captologie, qui est notamment enseignée à Stanford. C'est comment, en fait, j'arrive à créer du design addictif. Et quand vous réfléchissez bien, le design des feeds, c'est la même mécanique en fait que les machines à sous quand vous allez au casino. En fait, c'est quelque chose qui bouffe notre cerveau. Et ce phénomène, en fait, il est amplifié par l'IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est capable de créer des feeds de plus en plus personnalisés.
On savait déjà le faire avant, mais à chaque fois on progresse. Et surtout, on a une explosion en fait de la volumétrie de contenu, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été aussi simple de produire du contenu. Vous devez le voir hein, sur vos réseaux, tous les contenus générés par l'IA qui émanent aujourd'hui. Tout ça, ça nous conduit en fait au phénomène de brain rot. Euh, le, donc ça, c'est une mécanique de rétention des audiences. La deuxième mécanique de rétention, c'est ce que l'on appelle, ce que tu disais, la sycophancy, que l'on pourrait traduire par un biais de complaisance. Et aujourd'hui, quand vous parlez avec une IA générative, peu importe le modèle, il y a très forte chance qu'elle vous dise, mais c'est génial ce que tu dis, que tu es intelligente. Et donc, tout ça, en fait, c'est fait pour nous garder dans la conversation, pour ne pas avoir de relations qui nous mettent mal à l'aise. Et encore une fois, tout ça, ça nourrit cet objectif de rétention. De la même façon, elle va vous relancer, Waouh. elle va vous dire que c'est très pertinent et si on allait plus loin dans ta réflexion, etc. Euh, donc ça, c'est ce que l'on appelle en fait la sycophancy et ça contribue à enfermer en fait dans une conversation. Euh, Après, tu parlais Du brain le terme, fry. ah oui, le brain fry. Mm. Ça, c'est un autre terme. Alors là, on n'est pas dans tout ce nouveau vocable en fait de la rétention. On va plutôt être dans un phénomène qui fait exploser notre cerveau au travail. Donc vraiment qui nous grille. Brain fry, griller, le cerveau grillé. En fait, c'est une récente étude qui a été publiée au premier trimestre auprès de salariés américains qui démontre que, en fait, l'IA agentique, la gestion en fait de flotte d'IA quand vous êtes salarié, ça marche jusqu'à un certain niveau. À partir du moment où un salarié ou une salariée doit gérer 3 agents IA, on constate en fait que l'on n'est plus capable de travailler. C'est une surcharge de vérification qui ne fonctionne pas. Et dans près de 40% des cas, vous avez en fait des erreurs qui sont répétitives et des salariés en fait qui ont dit c'est trop pour moi, j'ai envie de me barrer de cette entreprise, j'ai envie de démissionner. Euh, et ça en fait c'est du coup une surcharge cognitive de vérification du travail des agents IA qui nous conduit finalement à griller encore une fois notre cerveau. J'ai une discussion avec un de mes proches récemment qui travaille dans le domaine informatique et il me disait, en gros, quand on produit du code et qu'on le met sur une plateforme, qu'on le déploie, ça vient toujours en binôme. Il y a la personne qui produit et il y a la personne qui review le code. Et il me disait, en fait, là, on s'aperçoit en ce moment que la personne, les gens dont le rôle, même s'ils peuvent avoir les deux, mais dont le rôle est de review le code qui a été produit, ils sont dans cette exacte position que tu décris là, parce que les IA permettent de produire du code plus rapidement. Mais du coup, pour être sûr que ce qui est déployé est de qualité, etc., ça amène beaucoup plus de charges de review pour ces gens qui, pour l'instant, restent des humains. Exactement. Et je trouve que c'est un bon exemple de ce que tu es en train de décrire, en fait. Ouais. C'est un use case précis, en fait, de ça. Clairement. Je pense que le code, en effet, il faut regarder attentivement ce qui se passe dans l'univers du code, parce que c'est très certainement la compétence, en tout cas le métier le plus dynamique sur l'intégration de l'IA et de l'IA agentique. Et en effet, on constate également que de plus en plus de directions d'IT ont du mal, en fait, à tout vérifier et qu'il y a une part croissante en fait d'erreurs qui sont publiées. Et si vous regardez un petit peu les médias spécialisés dans l'IT, ils sont tous et toutes en train de tirer la sonnette d'alarme en disant attention, on fait des bêtises, on vide les personnes des compétences qui savent très bien vibe coder, mais le travail de vérification en fait est tel qu'on n'arrive plus à suivre. Donc il y a une part grandissante en fait d'erreurs qui sont publiées. Ouah, c'est Ouais, dingue. ouais, je te rejoins. Ouais. Je te rejoins, Ouais. c'est super intéressant. Dans tes travaux, tu parles d'une notion qui m'a vraiment interpellée, c'est celle de la liberté cognitive. C'est quoi la liberté cognitive? Euh, c'est c'est un peu la synthèse finalement de tout ce que l'on a vu jusqu'à présent. C'est est-ce que est-ce qu'on aura le droit à terme de penser par nous-mêmes?
Ça, c'est la véritable liberté cognitive. Et en fait, ce qui est remis en cause aujourd'hui, c'est est-ce qu'on aura le droit demain, finalement, de penser par nous-mêmes. Je m'explique. Si vous travaillez dans une entreprise qui souhaite préserver le bien-être de ses salariés, qui fait très attention en fait aux usages de l'IA, à la surcharge mentale, etc., une entreprise qui a vraiment ces questions frontales. À marché équivalent, vous avez un concurrent direct qui lui optimise tous ses flux avec l'IA qui a peut-être une stratégie RSE qui est moindre, la QVT c'est peut-être moins un sujet. Est-ce que vous, en tant qu'entreprise responsable, vous acceptez en fait de diminuer la voilure et d'avoir peut-être une force RH moins productive, mais peut-être qui crée de la valeur ailleurs? Donc ça, c'est une vraie question. Est-ce que on ne crée pas finalement une société à deux vitesses, ce qui est vrai dans l'entreprise et aussi vrai dans la société? Et est-ce qu'on va être finalement contraint d'intégrer l'IA dans tous les domaines pour rester en fait au niveau du marché? Ça c'est un des risques que soulèvent en tout cas les débats et les mutations du travail que l'on a aujourd'hui. Ensuite, ça remet pas en cause les compétences de l'IA, en tout cas la productivité et les performances de l'IA. Il faut savoir que l'IA est plus créative, pardon, que 90% d'entre nous. Ça, pareil, c'est une énorme étude qui a été faite euh, au- auprès de 100 000 participants sur les capacités créatives en fait des humains face aux IA. Et en fait, on se rend compte que seuls 10% des personnes sont plus créatives qu'une IA. C'est-à-dire que les Qui personnes. sont ces profils? Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est exactement le point. Ces profils, en fait, c'est des personnes qui ont acquis en fait une expérience dans des métiers créatifs et et qui savent du coup utiliser leur cerveau, qui ont musclé en fait leur entre guillemets musclé leur cerveau euh, pour réussir à être créatif et être plus créatif qu'une IA. Donc tout ça, en fait, ça pose des questions. Ça pose des questions de concurrence, ça pose des questions sur la productivité, et ça pose également des questions, bien entendu, sur les compétences que l'on garde face à l'IA. Et je pense qu'il y a d'autres sujets qui découlent en fait de ce sujet de la liberté cognitive, c'est justement comment on va appliquer l'IA aujourd'hui dans une entreprise. Euh, je pense que, comme je disais auparavant, on n'est pas obligé d'être 100% dans des logiques de productivité, mais plutôt faire l'intégration en fait d'une IA qui fait sens. Et ici, j'ai deux exemples que j'ai vus récemment en conférence. Le premier, c'est Thierry Moureau-Leclerc, qui est à la direction numérique du groupe SNCF. Mhm. Et en fait, il expliquait que dans son plan d'intégration de l'IA dans l'entreprise, euh, la première phase de l'implémentation, ça a été un énorme sondage auprès de l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices. Donc déjà, ça, c'est un point de départ qui est structurant. C'est qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce que vous voulez intégrer l'IA, etc. En fait, il détaillait ce plan et il disait que parmi les commentaires qu'il avait reçus, il y avait une demande en fait des salariés qui expliquait que nous on veut continuer à coller des timbres en fait. Nous enlevez pas cette activité. On a besoin d'activités moins avancées intellectuellement, qui demandent pas de productivité, qui permettent en fait de déconnecter. Et ça, j'ai trouvé ça très fort et très juste. Évitons en fait d'enfermer les organisations dans des systèmes purement productivistes. Mhm. Et le deuxième point que j'ai trouvé intéressant, il nous vient de chez Ikea, où pareil, c'était le directeur du digital d'Ikea France, qui lui avait mis en fait un mot d'ordre dans son entreprise. C'est que l'IA, elle est là pour faire mieux, pour pas plus cher. Donc, on est dans une logique où on essaie de monter la qualité des prestations, que ce soit du service client, que ce soit de la livraison ou de l'innovation, mais on n'est pas là en fait pour faire plus vite et moins cher, qui est un discours plutôt destructif. Et voilà, donc ça nous montre que
bah ouais, on peut respecter en fait cette liberté cognitive en prenant en compte finalement les avis des personnes finalement qui font l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des salariés. Sur l'exemple d'IKEA, j'ai reçu à mon micro leur directeur recrutement et marque employeur en début d'année, qui, à ma grande surprise, me disait que c'est une équipe de plusieurs dizaines de personnes qui traitent toutes les candidatures à la main encore aujourd'hui sur les 360 métiers, je crois qu'ils ont chez IKEA. Ils le font encore à la main. Et Mm. apparemment, c'est un choix assumé de leur part. Donc, intéressant de regarder comment cette éthique peut aussi s'incarner sur différents pôles en fait de l'entreprise. Ouais, ouais, très clairement. Bah, en plus, c'est vrai qu'il y avait un vrai sujet du côté des RH et du recrutement. C'est-à-dire qu'il y avait une situation qui était ridicule, elle était risible. C'est-à-dire que les CV entrants étaient traités par l'IA, donc il y avait un premier filtre avant d'arriver en fait véritablement au service de recrutement. Et du coup, le système explosait puisque de l'autre côté, quand l'IA générative en fait s'est généralisée du côté du grand public, Mhm. il y avait de plus en plus de CV et du coup les Bah IA oui. avaient à traiter de plus en plus de CV. Enfin, c'était des robots qui parlaient à des Hmm. robots pour recruter des robots. Donc, c'était assez risible. Donc, c'est très bien que des entreprises. Je ne savais pas qu'IKEA faisait ça, mais Ouais, mais là, dans ton exemple, c'est intéressant de voir aussi à quel point on arrive parfois c'est absurde en fait. ouais. Alors, comment est-ce qu'on continue à exercer notre esprit critique, notre créativité, nos capacités de raisonnement dans ce monde nouveau? Ouais. C'est une vaste question. Alors, j'ai pas de grande théorie toute faite. Je pense on apprend en marchant aussi. Je pense qu'on fait beaucoup d'erreurs sur l'intégration de l'IA. Moi, j'ai un petit conseil simple que je recommande à mes étudiants et étudiantes quand j'enseigne, c'est de repartir en fait du crayon et du papier. Alors ça peut paraître ridicule ou peut-être trop simple, mais en fait le simple fait de penser par soi-même, de cadrer un problème, de faire appel à sa mémoire en amont, en disant ah oui c'est vrai que face à cette problématique, qu'est-ce qui m'est demandé, j'avais vu telle chose, je me souviens d'une étude, j'avais vu telle initiative, etc. Commencer à formaliser dans un premier temps ses connaissances propres, vraiment sans intervention. Euh, et cette première étape, en fait, en plus, vous permet de mieux prompter, c'est-à-dire de mieux utiliser l'IA derrière. Et je le vois dans les travaux que je reçois. Parce que vous êtes fait un avis, vous avez identifié en fait les questions manquantes sur lesquelles vous avez éventuellement besoin d'aide, euh, vous aurez en plus un output de meilleure qualité de la part de l'IA, parce que vous aurez bien cadré en fait votre problématique. Et je pense que ça, c'est une compétence clé, encore plus clé, on va dire, qui devrait progresser à l'avenir. C'est la capacité, en fait, à cadrer une problématique et à pouvoir orienter finalement un outil d'intelligence artificielle. Et la Hmm. deuxième phase, bien entendu, c'est toujours remettre en cause l'output que peut faire une IA. Donc, Mhm. que ce soit du fact-checking, parce qu'on a encore pas mal d'erreurs qui sont communiquées aujourd'hui par les systèmes d'IA générative, vérifier les sources, compléter un output par son propre savoir, ça commence à créer déjà quelque chose de plus personnel aussi. Donc voilà, véritablement ce travail amont Mhm. et, euh, et aval qui me semble intéressant et ça ne nous empêche pas en effet de gagner du temps au milieu du processus. Mhm. Quand je t'écoute, en fait, j'ai tout simplement un flashback de mon lycée, quoi, Ouais. où en cours et de physique-chimie et de français et de philo, bah, en fait, c'était la base de notre Mm. travail, c'est-à-dire on prend un sujet, on le cadre, on réfléchit et on emmène la réflexion quelque part. Donc finalement, on en revient au basique et nous, on a été des générations qui ont eu la chance, entre guillemets, je pense. D'avoir aussi accès à l'école sans écran, sans ordinateur, etc. Mais, euh, mais on en revient au basique. Sur ce sujet, c'est intéressant de regarder ce qui se passe en effet du côté du monde de l'éducation. Et c'est vrai qu'on constate, ça c'est une vraie tendance de fond, où bah, notamment chez des pays comme la Finlande ou la Suède,
où on revient en fait des écrans après des années de digitalisation, etc. Mhm. Des écoles, on revient en fait au bon manuel papier et on constate, enfin les études constatent qu'il y a une progression en fait des capacités cognitives qui est présente. Et de la même façon, aux États-Unis, très récemment, ils ont constaté que pour la première fois en fait, la génération qui étudie aujourd'hui a des capacités cognitives moindres par rapport à la génération précédente, et c'est une première aux États-Unis. C'est dramatique. Mais C'est mais terrible. on apprend encore une fois, on Mm. apprend et Ouais, on et apprend, mais ça sacrifie aussi des générations, tu vois. ouais, ouais, C'est ça la question aussi, c'est de se dire que bah, les gens qui ont eu cette typologie de pédagogie et qui se retrouvent dans les stats avec des capacités intellectuelles moindres. ouais, Et puis, enfin, si on tire le fil aussi, c'est des générations sacrifiées, mais c'est aussi des générations qui vont travailler demain. ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on amène aussi sur le marché du travail? Enfin, c'est tout un sujet qui fait le lien avec une de mes dernières questions pour toi, Jérémy. C'est la structure en diamant. C'est toi qui me parlais de ce terme-là la dernière fois quand on a préparé cette interview. Euh, En fait, au-delà de transformer notre cerveau, ça transforme la structure des entreprises en elles-mêmes. Et donc, toi, tu proposes d'examiner ça, c'est cette organisation en diamant, c'est-à-dire très peu de juniors, Mm. beaucoup d'outils pour remplacer ce niveau de seniorité-là. Et puis des experts qui vont venir piloter les agents IA dont on parlait tout à l'heure, et puis la gouvernance au-dessus. C'est où les lieux d'apprentissage des juniors aujourd'hui? Tu donnais l'exemple de la Maïf tout à l'heure, qui pour le coup vraiment adresse ce sujet. Mais comment est-ce qu'on apprend quand on est junior et en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on propose comme espace pour pallier à ça en fait? Alors c'est un vrai sujet. Bah justement, la semaine dernière, il y a les chiffres de l'INSEE en fait qui ont été publiés sur l'emploi des jeunes, hein, des 15-29 ans. Et en effet, on constate un recul de ces métiers juniors, donc sortis d'école, etc., où ça devient très très compliqué. Comme tu le disais, une grande partie de ces jobs sont pris par l'IA, parce que les entreprises en fait se disent que bon bah voilà, ça en fait on pourrait l'absorber avec un bon agent IA ou l'utilisation de l'IA générative assez simple. Donc en effet, il y a un vrai sujet sur l'embauche des juniors à court terme. Euh, c'est très difficile de contrecarrer en fait cet argument, je trouve, parce que je pourrais aller hein, sur ce que Mhm. beaucoup disent des soft skills, c'est la capacité d'entente, c'est la capacité à animer des ateliers, le génie collectif, etc. Euh, je pense que la question, elle est malheureusement plus complexe et pour être très honnête, j'ai pas de réponse toute faite. En revanche, il y a pas très longtemps, je l'ai investigué avec une entreprise que j'accompagne et on est arrivé à quelque chose qui est intéressant. C'est de se dire qu'en fait, les juniors de demain, il faudra peut-être revoir en fait le parcours d'intégration et trouver le moyen en fait d'en faire les meilleurs généralistes possibles. C'est-à-dire comment on fait en sorte que les personnes récemment diplômées arrive dans une entreprise et soit en mesure en fait de comprendre toute la culture d'une boîte et l'ensemble des métiers. Et ça apparaissait en fait comme une condition fondamentale pour derrière éventuellement s'appuyer sur l'IA générative ou sur les agents IA ou l'IA au quotidien dans le travail. Et, et je pense que ça dessine quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que si on accepte de se dire que l'IA en fait est spécialiste parce qu'elle a des siècles en fait de savoir, qu'elle a tous les savoirs de l'entreprise, de l'ensemble des fonctions, de l'ensemble des métiers, etc. Et que finalement c'est cet outil qui est expert et non plus le collaborateur. Notre enjeu, c'est peut-être d'être les meilleurs généralistes possibles pour, encore une fois, savoir interroger correctement cette base de données, si on est sûr qu'elle est fiable, bien entendu. Waouh! Alors là, ça y est, l'heure des généralistes est arrivée. Après des dizaines et des dizaines d'années à plébisciter l'expertise, etc. Bah, finalement, c'est peut-être un retournement de situation auquel on va assister. Je Ouais, souris parce que
Moi, ça fait 6 ans que je te disais que j'accompagne notamment des profils dans leur transition professionnelle. Et la question de expertise versus généraliste, elle revient aussi très régulièrement sur la table. Et parfois, des gens qui se sentent plus généralistes qu'experts et qui, du coup, ont l'impression de se fermer des voies professionnelles, des typologies de carrière, des progressions dans l'entreprise. Bah, en fait, peut-être que l'ère des généralistes est arrivée. Donc, je trouve que c'est un signal intéressant aussi pour la transformation des carrières, en fait. Bah, c'est possible parce que quand tu regardes du côté de, tu vois, par exemple, Meta, je sais pas si tu as vu, Mark Zuckerberg a annoncé récemment qu'il faisait son assistant agent IA, qui allait prendre les décisions pour lui. Et en fait, en même temps que cette annonce, il communiquait sur l'idée de faire un deuxième cerveau au sein de Meta. C'est-à-dire que chaque collaborateur, collaboratrice peut interroger en fait cette base de données experte qui fait autorité. Et donc, on peut créer des organisations qui sont aussi beaucoup plus souples. Parce que je peux mettre une équipe en mode projet à 2, 3 personnes sans manager qui sont capables en fait d'interroger toute la base de données d'une entreprise. Et ça, je le vois beaucoup, notamment outre-Atlantique, où on a cette idée en fait de anxiogène, de se dire qu'en fait tout le savoir en fait il est synthétique et il est au cœur d'une entreprise. En tout cas, ça crée l'opportunité à chacun, à chacune, de pouvoir interroger une base de données experte de référence. Et alors, qu'est-ce qu'il est pertinent d'apprendre aujourd'hui si on veut trouver ou faire évoluer sa place dans une entreprise? Je dirais la capacité en fait à interroger. C'est-à-dire, encore une fois, je tire le fil de ce même scénario qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Ça reste des algorithmes. Alors même si l'IA agentique pourrait prendre des décisions par elle-même, je trouve que notre vraie valeur ajoutée devient celle de savoir interroger finalement le monde, de savoir interroger les problématiques d'une entreprise et pas juste en fait en étant monotâche ou monosujet, mais vraiment d'avoir une vision systémique finalement des problématiques. Donc je reviendrai à cette histoire de généraliste. Et ça, par contre, ça nous demanderait peut-être des capacités de l'ordre de la sociologie, de la philosophie, sur la capacité en fait à bien cerner un problème, à bien l'exprimer en détail, euh, pour bien prompter finalement et bien cadrer ces architectures de modèles. Euh, c'est vrai que l'on parle de plus en plus de notre capacité à être un ou une chef d'orchestre. C'est-à-dire que si tout fonctionne en fait par phase, à la manière d'une industrie, bah, ça veut dire voilà, experte en contrôle. Que, est-ce que ça crée de l'appétence ou pas? Je ne sais pas. Et le troisième point, ce serait la capacité finalement à créer ces modèles qui deviendraient intéressantes. Donc je dirais ces trois choses: savoir problématiser, savoir orchestrer et savoir vérifier en fait avec une expertise profonde. Alors, à la lumière de notre discussion aujourd'hui, Jérémy, est-ce qu'on va tous devenir bêtes? Alors non, je pense pas, je ne le Yay. souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Euh, c'est vrai que, en tout cas, il y a des signaux, on l'a vu ensemble, qui nous montrent que si on accepte en fait le deal de se dire tout est pensé sous le seul prisme de la productivité, en effet, il y a un vrai risque de créer les bullshit jobs et donc de créer des métiers abrutissants. Euh, En revanche, je suis persuadé que l'on est dans une phase 1, en fait, face à l'IA, qu'on fait beaucoup d'erreurs. Mais ça, c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui se propage, c'est le cas. C'est-à-dire que quand on a inventé la caméra pour filmer, on s'est mis à filmer des plans fixes du théâtre avant de trouver une écriture et un usage véritablement de cette technologie. Je pense que c'est la même chose. Aujourd'hui, on fait que de la productivité, enfin principalement. Je pense qu'en demain, on aura une IA qui fera un peu plus sens dans l'entreprise et qui permettra en fait de créer des poches de valeur ou de réattribuer en fait ce temps gagné vers des choses qui font sens. En tout cas, je nous le souhaite. Ouais.
Moi Mais aussi. encore une fois, je pense que c'est une affaire humaine avant d'être une affaire technologique. C'est-à-dire que on est en contrôle. Ça reste des algorithmes. Par Mhm, contre, c'est difficile de penser en fait. mhm, C'est nouveau système. Donc ce caractère neuf nous met un peu face à l'inconnu. Et donc mhm. on va bille en tête vers vers ce que l'on connaît, c'est-à-dire la productivité. Euh, mais je pense qu'on trouvera d'autres écritures qu'elles sont en train de... Hmm. Mais là, ton dernier point, il est vraiment crucial, je pense. On a l'impression qu'il y a aussi un peu un narratif qui plane avec cette espèce de non-capacité à choisir ce qu'on a envie d'en faire. Et en fait, ce que tu dis, c'est que on a le pouvoir en fait de se questionner et d'orienter aussi la machine dans des endroits qui sont intéressants et pour les entreprises et pour les individus en fait. Oui, je suis d'accord, parce que je pense que l'IA, elle marche dans une organisation si elle est démocratique, c'est-à-dire que Hmm. si elle prend en compte les besoins, les attentes et surtout les aspérités des personnes, voilà, pour inventer quelque chose de nouveau. Passionnant. On en vient à ma dernière question, Jérémy, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités à mon micro. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais trois personnes, personnalités, entrepreneurs, pour te conseiller tout au long de ta propre carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans? Je mettrais Paul Watson, qui est le fondateur de l'ONG Sea Shepherd et ancien de Greenpeace. Euh, Pourquoi? Parce qu'il a une approche assez guerrière, sans détour de la cause, et je pense qu'il en faut un peu. Il faut un peu de moins de théorie, qui est beaucoup plus de pratique et beaucoup plus de terrain. Et en ce sens-là, je trouve que c'est une personne inspirante. J'ai toujours été fan de la vision en fait de base de Steve Jobs. Steve Jobs pour ce qu'il avait créé à l'époque et justement cette capacité à penser différemment qui l'a marqué. Et aujourd'hui, on va en avoir besoin parce que l'un des risques aujourd'hui, c'est justement l'homogénéisation de la pensée, comme on l'a vu avec l'IA, avec le langage, etc. Donc, je pense que ça va être un vrai challenge de pouvoir faire des Mm, ruptures en fait dans les marchés, penser différemment, proposer d'autres univers. Isabelle Delannoy, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'économie symbiotique. Et en fait, c'est comment en fait on réfléchit à toutes les incidences lorsque l'on invente quelque chose. C'est-à-dire aussi bien sur le facteur humain que l'impact dans l'environnement, que les impacts sur des métaux rares, etc. Bref, comment on arrive à créer en fait une vision qui est systémique en calculant toutes les incidences, et deux, comment on fait en sorte d'être en mesure de créer en fait des systèmes qui s'alimentent entre eux et se nourrissent plutôt que d'être des forces prédatrices pour les autres. Donc comment on fait en sorte que tout ça fonctionne bien ensemble, et son livre est passionnant en ce sens. génial. Jérémy, un très grand merci pour cette discussion passionnante. Je mettrai dans la description les liens pour découvrir ton travail sur le chorographe. Et peut-être qu'on aura l'occasion de se faire une V2 de cette discussion dans un an et demi, et on aura sûrement tout plein d'autres choses à décortiquer ensemble. À bientôt! À bientôt. Merci beaucoup. Un très grand merci à Jérémy Lopez pour la clarté et la richesse de ses partages à mon micro. J'espère que cet épisode vous aura apporté des repères pour mieux comprendre ce qui est en train de se jouer. L'IA ne transforme pas seulement nos outils, mais aussi notre manière de penser, de travailler, de produire. Et il me semble plus qu'urgent de prendre la mesure de son impact sur nos capacités intellectuelles. Alors je le redis encore une fois ici, autonomie cognitive est à prendre au sérieux et dès maintenant. Voilà, ne diabolisons pas l'IA, mais faisons l'effort conscient de réfléchir à son utilisation. Et voilà, le mois de l'IA et du travail s'achève ici. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre les enjeux de cette transformation majeure en cours. Et vous pouvez bien sûr réécouter les autres épisodes de ce mois spécial pour prolonger et enrichir votre réflexion. Merci beaucoup pour votre fidélité et d'être toujours des milliers à écouter le Tilt chaque mois. Et moi, je vous dis à bientôt!